aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Dichter à Diekirch pour un musée mais vraiment magnifique à découvrir. Je vais vous laisser nous le présenter déjà dans un premier temps. Où on se trouve, s'il vous plaît, Jean-Pierre? Oui, bon, on se trouve ici dans un musée que nous appelons un conservatoire. Ce n'est pas un conservatoire de musique, mais c'est un conservatoire national de véhicules historiques. Pour les véhicules historiques, donc c'est un peu plus qu'un musée automobile. Il y a encore d'autres véhicules motorisés, bien sûr, mais à côté de la conservation des objets techniques, nous conservons également tout ce qui est archives, revues techniques, manuels de réparation, manuels de pièces, des pièces détachées, etc., ainsi qu'une bonne bibliothèque. Ici, on se trouve dans la partie la plus ancienne du musée et le conservatoire, comme nous l'appelons, est donc installé dans un ancien garage. Cet ancien garage, c'est peut-être le seul endroit au Grand-Duché de Luxembourg où on a écrit une page d'histoire dans l'automobile, parce que le garage Jean Wagner, c'était d'ailleurs son fondateur, qu'il a fondé en 1871. Il a acheté ce lopin de terrain qui va jusque dans la cour intérieure et il a acheté cela pour y faire une fabrique de voitures. Or, fabrique de voitures, ça veut dire à ce moment-là des calèches. Donc, c'était des voitures à traction chevaline. Mais le nom du garage était déjà fabrique de voitures et ce nom-là, il est resté donc même jusqu'au début du XXIe siècle. Voilà. Bah, là, juste derrière vous, il y a une démonstration, mais si vous voulez bien, moi je vais vous demander, on va commencer dans l'ordre, vous parliez de calèche. Est-ce qu'on peut découvrir la forge dans un premier temps et on découvrir un petit peu dans l'ordre la création du moteur, tout ça. Donc on vous suit, je vous laisse nous montrer un petit peu, parce que c'est magnifique, encore une fois, il faut inviter les gens à venir. Voilà. Alors ici, on est dans la partie la plus ancienne, comme je vous ai dit, et nous voulons montrer surtout à ceux qui ne se connaissent plus, les jeunes qui ne savent pas comment l'évolution en matière de mécanique s'est faite. On a commencé à montrer les deux métiers, les deux métiers essentiels pour la fabrication de calèches. C'était d'abord le charron, qui est celui qui travaille à le bois, qui fait les roues, etc. Alors je vous laisse, Jean-Pierre, montrez-nous, parce que vous me l'avez fait juste avant, donc j'insiste un petit peu, mais voilà, comme ça au moins. La pièce la plus sophistiquée, disons, est la roue d'une calèche ou d'un char, et vous voyez ici, il y a les trois pièces avec lesquelles on doit les multiplier pour faire la roue, et à ce moment-là, il faut aussi dire que le bois n'aurait pas tenu de lui-même. On a donc évidemment mis des moyeux, c'est ça? Voilà, et aussi des crates en métal au-dessus. Oui. Et c'est pourquoi le charron, il a toujours dû travailler la main dans la main avec le forgeron. Et c'est ici que nous avons encore la chance de voir la forge telle qu'elle a été mise ici, vraiment au même endroit. La forge avec son enclume, avec tout le matériel qui y appartient. Et déjà, au début du XXe siècle, le garage Jean Wagner, il avait des machines-outils. Et vous voyez ici les trois machines qui sont là, qui ont été propulsées par un moteur unique qui se trouve pour le moment au-dessus, sous le plafond. Qui est déjà de la troisième génération, finalement, on a commencé avec une machine à vapeur, puis la machine à vapeur a été remplacée par un moteur à essence, et à la fin, c'était le moteur électrique, et nous sommes en train de remettre tout en marche, c'est-à-dire il nous faut les courroies, etc., mais ça nous permet donc de faire fonctionner cet atelier comme il a fonctionné déjà dans le temps de M. Wagner. Et ça, on va le préciser, c'est quand même une affaire de passionné, hein, parce que vous l'expliquiez, la forge ne fonctionne plus, mais vous m'avez dit, vous avez une petite forge à l'extérieur pour montrer comment on travaillait. Oui, hein. C'est vrai, parce que malheureusement, la cheminée de la grande forge, elle n'y est plus. De toute façon, c'est un peu difficile de la remettre en marche à côté de la poussière et de la fumée. Donc c'est pour ça que nous avons une petite forge qui est ici et qu'on peut mettre dehors. Elle est actionnée par une pédale, si ça marche bien, et
la soufflerie, elle est mise en route ici. Alors, si vous voulez bien, Jean-Pierre, si je suis l'ordre, vous me dites si je me trompe, on va découvrir de la calèche, si vous voulez bien, se construisez à partir de cet atelier, finalement. Oui, hein. oui, bien sûr. On a la chance encore d'avoir une des calèches qui a été construite ici en 1936. Ce serait probablement déjà une des dernières calèches. Et c'était déjà un véhicule de luxe, si on voit un peu le travail du fer. Donc, ce n'était pas seulement pour fonctionner, mais c'est aussi beau. Tous ces petits détails que vous voyez. Et on est encore surpris de voir avec quelle simplicité, en tant que matériau, on voit à partir du bois, il reste encore le métal, donc le fer, un peu de cuir pour les sièges, et pour garnir les sièges, on a mis des crins de chevaux. À l'arrière, vous voyez encore quelques-uns qui sortent pour montrer donc le quatrième matériau qui est utilisé pour faire cette calèche. Et vous expliquez, cette calèche a été construite dans le bâtiment où on se trouve. Hein. Oui, bien sûr. Il a été construit ici, peut-être au même endroit où on se trouve, parce que de ce côté-là, vous avez vu la forge, vous avez les machines. Donc le montage des véhicules s'est fait probablement dans cet espace-ci. Il y avait combien de personnes, vous savez, qui travaillaient ici? Oui, on a une belle photo des années 1900, autour 1920, où toute l'équipe qui travaillait ici se trouvait sur un bus qui a été fabriqué sur un châssis Mercedes-Benz, et on compte environ une vingtaine de personnes. C'était tous des professionnels, c'était des gens qui avaient un métier, et c'est un métier, un des métiers desquels j'ai parlé. Il reste encore le peintre, il reste encore le vitrier, il reste encore celui qui fait la sellerie et tout ça, mais c'était des spécialistes dans leur matière. Voilà. Alors juste derrière vous, c'est vrai que j'allais dire on va peut-être rentrer dans le concret, mais non, en fait c'est quoi? C'est un petit garage? C'est une reconstitution? Voilà, c'est un peu pour montrer après le forgeron, le charron, le carrossier encore, ou le constructeur de calèche, on arrive finalement au mécanicien. Et c'est ici qu'on voit un petit garage avant la Deuxième Guerre mondiale, disons dans les années 30. Il y a quelques petits outils. On voit encore que tout est assez manuel. Et c'est pourquoi nous avons aussi mis une voiture des années 20, qui est une voiture très simple d'ailleurs, et on pouvait encore se servir des outils aussi simples pour travailler dessus, pour faire des réparations, etc. Parlez-nous de la plaque, parce qu'il faut que vous nous expliquiez, malgré tout, cette voiture peut circuler, quoi. Oui, bien sûr, la voiture, elle peut circuler, elle est immatriculée. Vous voyez, le P, probablement, il est là pour Peugeot, et les 1926, c'est l'année de construction de cette voiture. Voilà, alors cette fois-ci, et je sais que vous y tenez, on va découvrir le moteur, comment ça fonctionne, parce que tout simplement, c'est pour le public quand il rentre dans votre conservatoire. Oui, ici nous avons pas seulement un moteur, mais c'est enfin le cœur mécanique de toute une voiture, parce qu'il y a le moteur, il y a l'embrayage, il y a la boîte à vitesse, il y a le différentiel, tout est là. On a seulement un peu raccourci, c'est pourquoi cet axe-là il est plus petit que normalement. Vous voyez également les freins. Il y avait des freins à disque et des freins tambour à l'arrière, ce qui se faisait dans le temps. Tout fonctionne et heureusement, nous pouvons lancer la voiture et on peut suivre le cycle du moteur. C'est un moteur 4 temps. On voit l'ouverture des soupapes. Voilà, soupape d'admission. Puis il y a la compression, il y a le travail et l'échappement, c'est le quatrième qui s'ouvre. Donc tout ce qui est bleu est froid, c'est-à-dire c'est l'entrée, et tout ce qui est rouge, c'est l'expulsion, donc après la combustion. Et comme vous me l'expliquiez avant de tourner aussi, c'est des métiers qui ont presque disparu maintenant dans le monde de la voiture, non? Oui, c'est un peu disparu parce que maintenant les voitures sont de plus en plus sophistiquées. Il y a beaucoup d'électronique qui est entrée dans les voitures après, disons, 1990 ou autour. Maintenant, il y a guère encore des voitures qui n'ont pas d'ordinateur, vraiment.
il y a maintenant un tout autre travail aussi pour la recherche des pannes. Où normalement, on doit relier un ordinateur pour voir quelle est la panne et puis remplacer les pièces l'une après l'autre. Dans le temps, ça ne se faisait pas comme ça. On avait un œil, on avait une oreille et à la fin, on pouvait même... J'ai vu des gens qui se sont mis derrière la voiture pour sentir les gaz d'échappement. Et sur base de cela, ils ont dit voilà, il est bien réglé. Et c'est vrai quand c'est une panne tout simplement mécanique, des fois le garagiste il est perdu parce qu'il n'est plus habitué à chercher comme ça. Oui, c'est ça. Parce que le garagiste, normalement, il cherche à partir d'un diagnostic qui est fait par un ordinateur. Bah Jean-Pierre, cette fois on va rentrer dans une autre partie, c'est quoi la partie historique et puis aussi les collectionneurs. Il y a des bijoux, hein. Je ne montre pas tout de suite, mais je vais vous laisser nous présenter ce qu'on peut trouver ici. Voilà, nous nous trouvons ici dans le grand hall. Tel que nous l'appelons, c'était la deuxième partie qui a été rajoutée à l'ancien atelier. Il y a des gens qui disent voilà le musée. Oui, en voyant les exponats qui sont là, c'est un musée à voiture, il y a des motocyclettes, il y a des vélos, il y a un peu de tout. Et l'histoire que nous voulons raconter dans cet espace, c'est comment les véhicules motorisés sont arrivés au Luxembourg. Et c'est pourquoi nous avons fait 5 îlots qui sont chronologiques. Et on commence par les vétérans et les ancêtres pour arriver dans les années 60. Montrez-nous vite parce que je suis impatient de filmer. Voilà. Oui, donc là, on replonge vraiment dans l'histoire aussi de la voiture, oui, hein, tout simplement. C'est vrai. On voit ici, sur cet îlot, on voit la voiture patentée par Carl Benz en 1886. C'est une voiture très simple, un tricycle avec un moteur très ingénieux déjà, mais qui était très faible, bien sûr. C'était moins que 1 PS. Et la première voiture qui est arrivée au Luxembourg, vous la voyez sur la photo qui est derrière, c'est aussi une Benz. On l'appelait Benz Vélo, probablement parce que les roues, ça rappelle beaucoup les vélos. Il n'y avait pas encore de chambre d'air, c'était du caoutchouc fermé. Et le conducteur, c'est le premier automobiliste luxembourgeois, M. Paul Wurth, avec sa fille et avec sa nièce. La voiture, elle était très lente. Et on raconte l'histoire lorsqu'il voulait monter dans la ville de Luxembourg une certaine pente. C'est le papa qui devait descendre la voiture. Il conduisait comme ça et les 2 filles restaient dessus. Parce qu'avec lui, ça n'aurait pas allé. Donc finalement, les voitures étaient à ce moment-là encore très faibles. Une voiture très intéressante est celle que vous voyez sur le poster au milieu. C'est une Daimler Motorkutsche. Donc, on voit immédiatement, ça provient des calèches. On a juste enlevé les chevaux et en remplacement, ils ont mis un petit moteur derrière le siège. Vous voyez encore la petite caisse qui se trouve là. C'est probablement la première photo qui a été faite à Luxembourg d'une voiture motorisée. Et là, c'était quoi? C'était des privés qui l'achetaient ou c'était déjà les premières notions de taxi, on va dire? Parce que là, je vois 3 personnes avec le chauffeur, je ne sais pas si... je ne sais pas. Probablement, cela a été une démonstration plutôt. On voit un peu les gens posés dans cet état. Je crois que les taxis n'étaient pas encore inventés à ce moment-là. Et c'était des voitures qui appartenaient à des particuliers. Évidemment, c'était des gens qui étaient déjà techniquement très intéressés. Ils avaient aussi l'argent nécessaire pour se procurer un tel véhicule. Voilà. Alors là, maintenant, on va découvrir quelques voitures. Et ça va nous permettre de montrer un petit peu comment fonctionne votre musée aussi, parce que c'est assez sympa. Hein. C'est les collectionneurs qui sont vraiment concernés ici. Hein. Oui, ici, nous avons, dès le début, on a toujours mis un accent sur la participation du monde de la voiture ancienne. À Luxembourg, nous avons plus qu'une trentaine de clubs de collectionneurs. Et avec ces clubs de collectionneurs et avec les propriétaires, évidemment, qui peut-être ne sont pas encore membres d'un club, ils peuvent nous donner leurs voitures pour les exposer. On a un programme, donc comme on a des îlots chronologiques,
s'il manque une voiture quelque part, nous allons chercher dans notre inventaire quelle est la voiture qui pourrait remplacer celle-là. Et en principe, les voitures restent chez nous une demi-année. Et alors, nous sommes intéressés, pas de les jeter dehors, mais il est bien pour les voitures si elles sont conduites régulièrement. Parce que si une vieille voiture, elle reste trop longtemps sur place, c'est comme une vieille maison qui n'est pas habitée, il y a les souris, il y a tout, mais ici, ce n'est pas les souris, mais normalement, on perd de l'huile, on perd de l'eau, il y a des problèmes de résidus dans les réservoirs d'essence, etc. C'est assez difficile. Donc, il vaut mieux utiliser les voitures et de les mettre sur la route. Voilà. Les 3 voitures qu'on voit ici sont, par hasard maintenant, 3 voitures françaises, une Matisse, une Peugeot, une Donnée, mais tout de même, elles sont différentes entre elles. La voiture Matisse, elle a été construite dans les usines à côté de Strasbourg, des usines qui ont disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on les a bombardées. À ce moment-là, l'usine était utilisée par les Allemands pour construire des machines de guerre, disons. Tandis que la deuxième, la Peugeot, qui est une voiture sur mesure. On voit surtout l'habitacle qui est en bois. Ça montre déjà une certaine voluminosité et c'est à cause de l'utilisation de cette voiture qui était probablement une voiture de taxi. Ça permettait de mettre les gens à l'aise, de prendre à côté des clients encore leurs bagages, etc. Et c'est une voiture aussi qui est encore immatriculée. Et la troisième, c'est la Donnée, elle est de 1926. C'est donc aussi une voiture dans cette période-là. Est-ce qu'on peut parler d'œuvres d'art? Parce que moi, je suis en train de les filmer, je me dis que finalement, il y a quand même beaucoup de création, de concepts, tout ça avant, non? Oui, bien sûr. Il y a donc beaucoup de détails sur ces petites voitures qui montrent déjà qu'il y a un certain luxe. Donc, ce n'est pas seulement que ça fonctionne, mais c'est des détails, que ce soit le petit thermomètre qu'on voit ici, au-dessus du radiateur. C'est un thermomètre qui montre à travers la petite vitrine en verre, qui montre quelle est la température de la voiture, de l'eau, de refroidissement de la voiture. C'est quelque chose qu'on trouvait assez souvent. Donc il n'y avait pas encore de câbles, pas d'instruments à l'intérieur. Ça se trouvait immédiatement dessus et celui-là, il est particulièrement beau. Et c'est toutes des voitures qui fonctionnent, il faut bien le rappeler. Hein. Oui. Normalement, c'est des voitures qui fonctionnent parce qu'elles viennent ici, pas sur une remorque, mais elles sont conduites ici et à la fin, les propriétaires les reprennent tels qu'ils sont là. Voilà. Troisième période, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale, oui. Si je ne me trompe pas. Oui, voilà. sont les voitures pre-war. On voit sur cette exposition 2 voitures, donc une est très spéciale, c'est le modèle rouge qui est ici. Voilà. C'est une voiture qui a été construite en 1936 en Tchéquie. Elle a servi dans un film parce qu'elle est unique. La voiture, elle a une forme assez volumineuse, on croit que c'est quelque chose de très fort. Or, il y a un tout petit moteur parce qu'elle est juste faite pour rouler dans ce film et elle est totalement restaurée, elle est comme nouvelle, je dirais. Et le propriétaire en est très fier parce que c'est la seule qui existe au monde. On a encore trouvé des photos de ce temps-là et également des textes sur cette voiture. Tandis que la deuxième voiture qu'on trouve ici, c'est une Celta 4, c'est une voiture Renault assez populaire. Vous remarquez également que c'est une des voitures qu'on peut acheter ici. Donc le propriétaire, il a pu mettre son petit papier dedans, il veut vendre la voiture. C'est une offre que nous faisons à tous les collectionneurs qui veulent exposer les voitures et qui ont
qui sont à vie, qui ont décidé de la vendre. Et il y en a plusieurs ici qui sont en vente et je crois qu'il n'y a pas une meilleure exposition qu'ici pour les visiter. Question naïve, alors du coup, une personne a un coup de cœur mais s'il ne connaît pas forcément voiture, il peut l'acheter quand même? Il aurait des conseils chez vous après ou comment ça se passe? Pas directement chez nous, mais je crois comme presque toutes les voitures qui sont là appartiennent à des gens qui sont organisés dans des clubs. Il y a des clubs de marque, il y a aussi des clubs généraux, disons comme le Veteran and Vintage Car Club, c'est le plus ancien. Là, vous avez des voitures de tout genre, de toute nationalité, et il y a une bonne amitié, disons, entre les propriétaires de vieilles voitures, et chacun est très fier de pouvoir donner un conseil à quelqu'un qui est néophyte et qui, pour la première fois, s'achète une voiture historique. Donc, ici, à la 4e période, après la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Luxembourg se développe et surtout, en la ville de Luxembourg, on trouve beaucoup de voitures, plus qu'en race campagne. Cette photo est très intéressante parce qu'elle montre encore l'ancien tramway qui avait une sorte de carrousel devant la gare de Luxembourg-Ville. Et en ce qui concerne les voitures, les grosses voitures qui se trouvent juste devant la gare, c'était des voitures américaines et elles servaient de voitures de taxi. Pourquoi des voitures américaines? Mais normalement parce que c'était des voitures qui donnaient beaucoup d'espace pour les bagages, mais également pour les familles qui se déplaçaient. Jusque-là, ils venaient en train, ils voulaient donc trouver leur hôtel. Très souvent, ils ont pris un taxi pour y aller parce qu'ils n'étaient pas immédiatement familiarisés avec le système des tramways et des bus, comme ça se passe aussi encore aujourd'hui. Il y avait même des petites courses, vous voyez ici sur le panneau à gauche, c'est une course de voitures Formule 3, je crois que ça s'appelle comme ça, et ces voitures-là avaient une cylindrée en dessous d'un demi-litre, donc en dessous de 500 cm3. Très souvent, c'était des voitures à moteur BMW, telles qu'on les utilisait, les moteurs Boxer, tels qu'on les utilisait sur les motocyclettes à ce moment. Voilà. Et les voitures qui sont devant, qui sont aussi très belles, mais ça rappelle vraiment les années 60 aussi, là, oui, pour le coup. Les voitures qu'on voit ici sont des voitures très populaires. Opel c'est une voiture allemande. On voyait beaucoup de voitures Opel chez nous. Ici, c'est une Opel Olympia. Il y avait aussi une Opel Rekord. Il y avait le Opel Capitaine, c'était le plus grand. Donc ici, c'était un modèle au milieu. Et la petite Fiat ici, elle est du type Belvedere. C'est un peu le successeur de la Tipolino, qui est plus petite encore. Et la Belvedere, elle est construite en 1955. Donc il y a encore pas mal de gens qui se rappellent ces voitures. Surtout l'avant, je crois, de la Fiat comme ça, c'est quand même, on s'en souvient bien. Oui, c'est surtout le devant, la calandre qui est très typique pour les voitures de cet âge-là. Alors ça me fait une transition toute faite. La DS juste à côté, alors du coup là-bas, oui. Là aussi je pense que ça rappelle pas mal de souvenirs à pas mal de gens aussi. C'est vrai. La DS, si on la voit encore aujourd'hui sur la route, elle est une voiture très moderne. Et imaginez que cette voiture-là, lorsqu'elle est sortie dans les années 60, après la traction avant, c'était une révolution. Parce que la traction avant, c'était pour un modèle, on l'appelait très souvent la voiture gangster. Mais l'allure de la DS ou de l'idée, elle était tout à fait particulière. Et si on la voit maintenant encore sur la route, c'est un modèle d'avant-garde que je crois personnellement qui n'a pas été imité par après. Juste à côté, je vous laisse nous présenter aussi. Là, c'est quoi, un peu plus sportif ou pas? Oui, cette Lancia, elle est plus sportive. Elle est une voiture qui est surtout très appréciée par les collectionneurs qui s'intéressent aux voitures italiennes. Donc la Lancia, c'est une voiture sportive par rapport à la Fiat, qui était un peu plus une voiture de famille. Voilà. Et juste derrière vous, je crois que c'est la dernière étape ou comment on va présenter? C'est plus le sport encore une fois. On peut voir
à côté des 5 kilos que nous avons rencontrés maintenant, il y a des voitures un peu plus sportives. Il y a une voiture Lotus qui n'est pas très vieille, mais pour les voitures de compétition, c'est tout de même déjà une ancienne. Tandis que la Bentley, qui est de 34, c'est une voiture à 6 cylindres avec 3,6 ou 3,7 litres de moteur. C'est une voiture tout de même sportive, c'est un cabriolet bien sûr, tandis que la voiture blanche que vous voyez à côté, qui est une voiture de course vraiment, c'était une voiture Imperia avec un moteur très spécial, le moteur sans soupape. C'est un moteur qui a été inventé par un certain monsieur Knight et c'était surtout la marque Imperia qui a utilisé ces moteurs parce que c'était des moteurs qui, au lieu des soupapes, avaient des tiroirs pour régler l'admission et la fermeture du système de combustion. Cette voiture-là, elle est une de deux qui est restée. Il y a encore une qui se trouve encore une fois en Tchéquie. Et elle a été parmi les 5 voitures qui ont gagné la Coupe du Roi en 1930. C'était une coupe spéciale où il fallait avoir 5 voitures de la même marque qui a fait le meilleur score sur le ring à Spa-Francorchamps. Origine Belgique, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Il y avait beaucoup de petits constructeurs, enfin je ne sais pas si c'était un petit constructeur, mais j'ai l'impression qu'on pouvait quasiment se lancer dans la construction mécanique à une certaine époque. Il y avait plusieurs constructeurs belges, malheureusement on ne les retrouve presque plus. Il y avait encore Minerva et Imperia, et à la fin les deux se mettaient ensemble pour avoir un seul nom. On voit ici encore le signe d'Imperia, ça vient de l'empereur, c'était Charlemagne, et la couronne, l'empereur Charlemagne d'Aix-en-Chapelle. Et encore ce qui est intéressant maintenant, il y a 2 jeunes ingénieurs de l'université de Liège qui ont refait une voiture Imperia. C'est une voiture hybride qui a été montrée il y a quelques années pendant les journées classiques à Francorchamps, et nous avons eu l'honneur de traverser le ring en parallèle avec la nouvelle voiture Imperia, qui évidemment c'est une voiture tout à fait moderne. Elle est hybride, donc électrique, et avec un moteur très puissant, un moteur de Maurice Cooper qui est utilisé là-dedans. Voilà, Jean-Pierre, là, c'est carrément l'histoire du Luxembourg que vous allez nous raconter un petit peu, non? Qu'est-ce que c'est cette voiture? Oui, si on voit le drapeau, c'est le drapeau de la cour grand-ducale. C'était donc la voiture qui appartenait à un de nos souverains, et c'était la voiture de la grande-duchesse Charlotte, c'est-à-dire la grand-mère de l'actuel grand-duc Henri. La famille grand-ducale avait acheté cette voiture, d'ailleurs en Belgique. Elle vient d'Ostende, je crois, et c'est une voiture américaine de la marque Buick, à 8 cylindres, et c'est aussi une voiture très longue. Elle a été, c'est une limited edition, ça veut dire elle est limitée. Il n'y a pas beaucoup de modèles qui ont été faits pour cela, mais la voiture a une très belle, même si elle est triste l'histoire, une très belle histoire, parce qu'elle était utilisée par la famille grand-ducale pour se rendre en exil pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire juste le 10 mai 1940, lorsque les Allemands ont envahi le pays. La grande-duchesse, elle a pris une autre voiture que celle-là, parce que normalement la famille ne va pas dans le même véhicule, pour éviter que le même véhicule est cassé en route. C'est donc la grande-duchesse qui a pris un autre véhicule, mais c'était son mari, le prince Félix de Bourbon-Parme, qui a utilisé cette voiture avec son chauffeur et avec 3 de ses enfants, dont le futur grand-duc Jean, qui était le prince héritier. Ils ont pris place dans cette voiture. Et en passant la frontière française, il y avait déjà des barricades qui étaient destinées à empêcher
la famille de partir. Et à ce moment-là, c'est le prince héritier Jean qui a quitté la voiture et il s'est évadé pendant le temps qu'il y avait les négociations pour laisser passer ou pas passer. Et il y a la légende qui raconte que sur cette partie de la voiture, où vous voyez les deux traces, que c'était les traces d'une attaque sur la voiture. Bon, la voiture a fait toute sa vie presque en Amérique. Donc d'abord ils étaient au Portugal, puis du Portugal avec un navire spécial que le président Roosevelt a envoyé pour prendre la famille grand-ducale. C'est donc le prince Félix avec les trois princes. Ils ont été aux États-Unis et la voiture est restée là jusqu'après la guerre. Évidemment, après la guerre, il y avait d'autres voitures plus modernes que celle-ci qui furent achetées. Donc celle-ci, elle était un peu gardée comme souvenir dans le garage de la famille grand-ducale. Et nous sommes très heureux de pouvoir la montrer ici. Même nous avons le droit parfois de travailler dessus et aussi de l'essayer si nos travaux ont été une réussite ou non. Voilà, et puis aussi, ce site, c'est intéressant parce que c'est le lieu d'exposition temporaire. Donc là, parlez-nous un petit peu des voitures qu'on est en train de découvrir. Oui, bon, ici, nous sommes dans une partie spéciale du musée qui était, dans le temps, c'était l'atelier de peinture, finalement, où on faisait la peinture des voitures avant qu'elles partent d'ici. Et cette fois-ci, nous avons l'honneur de montrer encore pour quelques semaines une exposition sur le 90e anniversaire de la marque MG. La marque MG qui est c'est l'abréviation d'ailleurs de Maurice Garage. Donc on entend que Maurice Garage a donné le nom à ces voitures et finalement c'était un ingénieur qui a eu la charge de prendre des pièces d'une Maurice dans le temps et d'en faire un modèle sportif. C'est pourquoi la marque MG, elle a une certaine représentativité pour les voitures sportives. Et ici, nous avons donc rassemblé un peu des échantillons de toutes les périodes de construction, commençant par les années 30. Bon, il y a aussi quelques-uns encore des années 20 qu'on n'a pas réussi de mettre ici, mais les années 30, c'était déjà des voitures très sportives, celle-ci avec compresseur. Celle-là, c'est une voiture un peu plus familiale. Elle est aussi décapotable. Elle a même une voiture qui s'ouvre d'abord complètement, puis à demi, puis complètement fermée. C'est une voiture du type VA. Il y avait du type VA, WA et SA. C'était trois types de voitures qui ont été construites seulement pendant 3 années, c'est-à-dire de 37 jusqu'à 39. Alors la marque a abandonné ce type de voiture parce qu'il n'était pas très chanceux avec celui-là, parce qu'il était, c'était pas l'image de la voiture MG sportive avec deux places seulement. Puis les voitures que vous voyez par après, c'est déjà dans les années 50. On remarque encore la forme du radiateur qui est très typique pour cette période, avec son emblème octogonal. Et c'est à partir de là où le design a changé fortement. Si on voit ici, c'est un MGA qui est presque de la même période. Il est de 55, celui-là est 52. Donc il restait encore un au milieu qui était un TF. Là, c'est le TD. Mais ici, MG a construit des voitures qui sont bien recherchées aujourd'hui, le type MGA des années 50. Évidemment, il y a la MGB, etc., d'autres voitures qui sont arrivées par après. Et le dernier modèle sportif, c'est la voiture que vous voyez ici en vert, qui est déjà, on croit qu'elle est nouvelle, mais si vous voyez, elle est construite en 1995, c'est-à-dire ça fait
tout de même déjà un certain temps que la voiture a. Par après, la marque a été rachetée par une firme chinoise. D'abord, ils ont continué à fabriquer ce type de voiture encore pendant quelques années et aujourd'hui, ils fabriquent des voitures plutôt familiales. Ils ont abandonné cette voiture sportive telle que nous la voyons ici. Voilà, ben Jean-Pierre, on vous remercie parce que c'est vraiment une visite rapide. Hein. Je pense que s'il y a vraiment des gens qui veulent prendre leur temps, découvrir les voitures, il y a toujours quelqu'un de présent aussi pour les renseigner ou comment ça se passe? Nous avons un système de visite guidée. Si par exemple des groupes qui veulent visiter le musée nous demandent une visite guidée, c'est très apprécié parce qu'alors les gens découvrent cela dans une petite promenade telle que nous l'avons fait ici pour le spectateur. Nous avons aussi des classes, surtout des classes des lycées par exemple qui visitent notre musée. On leur propose aussi des visites appropriées à l'âge des jeunes qui est là. Nous sommes heureux aussi d'accepter des classes de l'école primaire des tout jeunes et même si quelqu'un veut rester un certain temps, on peut faire un petit programme où les enfants peuvent même bricoler quelque chose avec ce que nous avons ici comme atelier. Voilà, toute dernière question, je vous laisse simplement nous préciser les horaires d'ouverture, parce qu'en plus vous avez un large éventail d'ouverture, hein, on peut le dire. Hein. Nous sommes ouverts toute l'année, à l'exception des lundis, comme tous les grands musées d'ailleurs, et nous sommes ouverts de 10h du matin jusqu'à 18h le soir, non-stop. Donc même l'heure de midi, c'est ouvert, on peut venir ici. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, les jeunes jusqu'à 21 ans, alors on est encore jeunes, et même les étudiants jusqu'à 26 ans avec leur carte d'étudiant sont l'entrée libre lorsqu'ils veulent visiter le musée. Voilà, on invite les gens à venir déjà à Diekirch parce que c'est une belle ville, on peut s'y promener et puis découvrir un petit peu et venir dans votre musée. C'est pas un musée, c'est un conservatoire. Oui. Voilà, et puis merci encore de votre accueil, hein, Jean-Pierre. Merci aussi.